Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction de France 24. Nous partons aujourd'hui en Afghanistan. Pour la deuxième fois de son histoire, le pays se rend aux urnes. Une présidentielle à laquelle se présentent 41 candidats et des provinciales. Ces élections se déroulant le même jour, le 20 août. L'actuel président Hamid Karzai brigue un second mandat face à une opposition disparate. Le chef des talibans, le Mullah Omar, a appelé les Afghans à boycotter les élections. Il a aussi demandé à ses combattants de bloquer les routes et les autoroutes la veille de l'ouverture des opérations de vote. Question, comment sont préparées ces élections? Comment sont-elles vues par les Afghans? Le défi des élections afghanes, c'est un reportage signé Claire Billet. Province de Paktika dans l'est afghan, à la frontière pakistanaise. Un des candidats à l'élection présidentielle est en campagne. Docteur Abdullah n'est pas dans son fief ici. Il veut convaincre les habitants de la province de voter pour lui dans une région majoritairement tenue par les rebelles talibans. Les combats y sont quotidiens. Nous apporterons les conditions pour que les Afghans ne soient plus tués par d'autres Afghans. Pour que les Afghans ne soient plus tués par les étrangers. Nous, si Dieu le veut, mettrons un terme à l'injustice et à la corruption. C'est le candidat du principal parti d'opposition. Ministre des Affaires étrangères de 2004 à 2006, c'est un des hommes forts du pays, soutenu par d'anciens chefs de guerre. Kala Zaman, district 16 de Kaboul, la capitale afghane. Tarek fabrique les fours de terre cuite qui servent à cuire le pain dans les maisons. C'est du bon boulot, faut le dire quand même. Je suis debout à 3 heures tous les matins, j'ai le dos cassé. Il fait partie des 16 millions d'Afghans enregistrés par la commission électorale. Il ira mettre son bulletin dans l'urne le 20 août. Moi je voterai pour la personne qui veut servir l'Afghanistan. Kala Zaman est un des nombreux quartiers pauvres de la capitale afghane. Ici, la route n'est pas goudronnée, pas d'évacuation des eaux usées et l'électricité arrive à peine 2 heures par jour. Pour les habitants, voter, c'est d'abord la volonté d'améliorer leur quotidien. Je vais voter pour celui qui construit notre pays, qui apporte la sécurité, qui répare les routes et enlève les déchets. On doit reconstruire Kaboul. On doit faire beaucoup plus et surtout, ce qu'il faut, c'est qu'on s'entraide. Voilà ma carte. Je l'ai eue à la mosquée. Le nombre d'inscrits sur les listes électorales est particulièrement satisfaisant pour les autorités locales. Beaucoup de femmes sont venues, même des femmes seules, parce que leur mari était au travail. Les gens sont venus de leur plein gré. Et tous ceux qui n'avaient pas de carte d'électeur en ont reçu une. De l'autre côté de Kaboul, la commission électorale afghane est à pied d'œuvre. Il faut faire parvenir les bulletins des candidats dans les quelques 7000 bureaux de vote répartis partout en Afghanistan. Des bulletins avec filigrane pour empêcher les éventuelles copies. Le processus se passe très bien. Tout est réglé d'après les dates clés que la Commission a publiées et nous allons continuer à travailler dans ce sens. Le financement des élections est à la hauteur du projet. La communauté internationale dépensera au total quelques 220 millions de dollars. 23 juillet, premier débat télévisé entre les favoris à la présidentielle. Sont conviés Ashraf Rani, économiste, ancien ministre des Finances, Dr Abdullah et Hamid Karzai. Une première dans l'histoire de l'Afghanistan, pourtant Hamid Karzai refuse de participer. Sa place restera vide pendant les 2 heures de direct.
Hamid Karzai, le président sortant, reste très discret. Le premier mois de sa campagne, il n'a fait qu'une apparition en public. Son visage est certes visible partout dans les rues de Kaboul, mais il donne l'impression de faire campagne de son palais présidentiel. Comment expliquer alors qu'il soit considéré comme le grand favori? Hôtel Serena, seul hôtel 5 étoiles de Kaboul. Un banquet y est organisé par des hommes d'affaires qui annoncent leur soutien au candidat Karzai. Un soutien qui ne se traduit pas seulement par un bulletin de vote dans l'urne. Comme nous avons eu de bonnes réalisations dans le domaine économique et le secteur bancaire durant les années de mandat de Karzai, nous finançons la partie publicité et médias de sa campagne. On ne connaît pas le montant exact pour le moment parce que c'est en cours, mais on donnera un chiffre précis à la fin. Un ordre d'idée, 500 000 $ ont déjà été donnés simplement pour payer les annonces dans les médias. Un soutien qui peut faire la différence face aux autres candidats. Mais Karzai est aussi vu comme le grand favori pour une autre raison. Il a mis en place depuis le début de l'année une stratégie de campagne très afghane. Il n'appelle pas les électeurs individuellement. Il essaie au contraire d'atteindre un nombre d'hommes puissants, d'anciens moudjahidines, de personnalités influentes chez les minorités ethniques, comme les Hazaras ou les Ouzbeks. Il a réussi. Les gens n'ont pas l'habitude de la démocratie. Beaucoup d'entre eux voteront pour la personne que leur leader choisira. Et ça, Karzai l'a très bien saisi. Parmi ses leaders, le maréchal Fahim, son colistier, ou encore le général Dostom. D'anciens chefs de guerre soupçonnés ou accusés par les organisations humanitaires d'avoir du sang sur les mains. Le général Dostom, par exemple. Voici une image des cadavres et du charnier des membres du mouvement taliban. Dans le nord, dans le désert de Laïli. Ils ont été tués dans des containers. Certains ont été emmenés dans le désert avec des bulldozers et tués par balles. Tous ces seigneurs de la guerre devraient aller devant les tribunaux. Ils devraient être condamnés, punis et devraient payer des compensations aux familles des victimes. Au-dessus des lois, à la tête de groupes armés, ces hommes n'ont jamais quitté la scène politique afghane et sont courtisés par les candidats à la présidentielle et aux provinciales. Les Nations Unies sont les premières à dénoncer ce jeu dangereux. Nous avons besoin de plus de politiciens compétents dans ce pays, et pas d'hommes forts et de seigneurs de guerre. Le temps des combats est fini. Le temps de la reconstruction doit commencer après ces élections. Principale inquiétude des Nations Unies, que les élections perdent leur crédibilité aux yeux des Afghans. Je suis pris et parti au niveau de mes roulettes par le sud, Dans la province de Kapisa, les marchandages politiques représentent le moindre des problèmes à la veille des élections. Fin mai, les chasseurs alpins français ont laissé la place au 3e régiment d'infanterie de marine. Dans le district de Tagab, la zone la plus dure, les hommes sont sous le feu en moyenne tous les 2 jours. Le 1er août, un caporal de 22 ans est tué dans les combats. Comparé à l'année dernière, les rebelles talibans utilisent 3 fois plus d'IED. Un IED, c'est une charge explosive. Ici, c'est fait à partir d'engrais. C'est artisanal. En règle générale, une vingtaine de kilos d'explosifs cachés sous la route et qui est déclenché soit par fil, soit par commande électromagnétique. C'est une menace quotidienne lors de nos déplacements. Les quelques 100 000 soldats de l'OTAN sont chargés d'assurer la sécurité pour les élections en 3e cercle. Cela veut dire qu'ils arrivent en soutien de la police et de l'armée afghane. Ils doivent donc aller repérer les bureaux de vote. On va faire la reconnaissance du chic, prendre des photos pour être paré en cas de nécessité. Déploiement de force pour la mission, les bâtiments n'étant pourtant qu'à 20 minutes de la base militaire française. À cause de l'intensification des combats, un quart des bureaux de vote en Kapisa risquent de ne pas ouvrir leurs portes. Et la province n'est pourtant pas la plus violente du pays. Combien d'Afghans dans ces conditions iront voter le jour des élections?
Retour à Kaboul avec Ahmed Shah Ahmadzai, une figure de la scène politique afghane. Il met sous presse le journal de son parti, mais aussi les affiches électorales de candidats à la présidentielle et aux provinciales. Un business, comme il dit. Pourtant, il ne souhaite pas voter. C'est un choix assumé. Il appelle à boycotter les élections. Je ne suis pas contre les élections. C'est bien d'avoir des élections si et seulement si elles sont pour tous les Afghans. La condition préalable pour que tous les Afghans puissent participer est d'apporter la paix, d'annoncer un cessez-le-feu. Il y a des combats. Qui va perdre sa vie dans les combats pour aller dans les bureaux de vote? Personne ne va venir. Il estime que 2 personnes sur 10 seulement iront voter et dénonce aussi le manque de transparence de la commission électorale afghane qui aurait caché l'ampleur des fraudes durant l'inscription des électeurs. Dans la capitale, il n'est d'ailleurs pas difficile de trouver des témoignages, seule condition l'anonymat. De ce côté, on peut voir le symbole de la commission. Et de l'autre côté, on voit le tampon et ma signature. Oui, j'ai réussi à en avoir 7. Le jeune homme dit que cette pratique est généralisée et explique pourquoi. La rumeur court que les candidats vont nous donner de l'argent si on vote pour eux. Plus on a de cartes, plus on peut gagner de l'argent. C'est pour ça que j'en ai pris autant. Ici, vous savez, la démocratie est seulement sur le papier. Village de Chalasyab, au sud de la province de Kaboul. La région est un fief du Hezb Islami, une faction qui a rejoint les rebelles talibans, et les combats ne sont pas loin. Ici, le constat est plus amer encore. On parie que l'abstention l'emportera. Beaucoup de gens ne veulent pas voter par peur, mais aussi parce qu'ils pensent que quel que soit le candidat pour lequel ils votent, cette personne ne va ni les aider, ni les servir. Ici, 65% des gens sont pour le gouvernement et 35% sont passés dans l'opposition parce qu'ils ont eu affaire à la corruption. Par exemple, on a volé des terres aux habitants et personne n'a réglé leurs problèmes. Matin est meunier dans le village voisin de Childortara. Il a la charge d'une famille de 7 personnes et arrive à peine à subvenir aux besoins du quotidien. Mon moulin, c'est tout ce que j'ai. C'est mon travail, tu vois. Aller voter est la dernière de ses préoccupations. Je n'ai pas voulu aller m'inscrire. Je ne veux pas perdre de temps. Et puis j'ai trop de travail. Je n'ai même pas le temps d'aller acheter de l'essence pour le moulin ou pour faire la cuisine. Et puis, pour qui je voterai? Voyons, il n'y a personne de bien. Je ne saurais vraiment pas pour qui voter. Possible fraude, abstention massive, combat. Les Afghans vivant hors de la capitale afghane ne sont pas optimistes à la veille des élections. Elles ont perdu en crédibilité. C'est pourtant un test pour le pays et pour la communauté internationale. Les résultats devraient être annoncés 2 à 10 jours après le vote. Au mieux, la population s'en désintéresse. Au pire, elle les rejette. La légitimité de la présence étrangère en Afghanistan risque d'être remise en question. Nous retrouvons en duplex depuis Kaboul Claire Billet qui a réalisé le reportage que vous venez de voir. Merci Claire Billet de nous avoir rejoints. Alors, dans votre reportage, on a du mal à comprendre la stratégie de Hamid Karzai. Comment expliquer qu'il soit favori alors qu'il ne participe pas au débat télévisé? Comment expliquer qu'il soit en tête en quelque sorte alors que son bilan est très maigre? Alors c'est vrai que c'est contradictoire, effectivement. Son bilan, effectivement aussi, est maigre. C'est-à-dire que quand on discute avec les Afghans dans la rue, dans l'ensemble du pays, surtout dans les campagnes, les gens sont très déçus du travail du gouvernement et du président Hamid Karzai parce qu'il y a des problèmes de chômage, parce que leur quotidien n'a pas vraiment changé en 5 ans. Peut-être qu'ils avaient des attentes un peu trop élevées aussi. Et surtout parce que l'insécurité a augmenté énormément dans le pays. Il y a une carte du ministère de l'Intérieur afghan qui circule, montrant plus d'un tiers des districts du pays étant à haut risque pour les membres du gouvernement, la police ou l'armée afghane. Alors pourquoi est-il considéré grand favori? Parce qu'il a mené depuis 6 mois une espèce de politique de jeu d'alliance avec les hommes influents de
de ce pays qui ont des assises territoriales très fortes, aussi bien au niveau du nord, de l'est du pays, des gens qui ont des supporters et qui vont demander à ces supporters, le jour des élections, de voter pour Hamid Karzai. Autre question, Claire Billet, c'est sur le rôle de la communauté internationale en Afghanistan. Que dire de cette communauté internationale dans ce processus de démocratisation en dents de scie ? Alors, que dire? C'est intéressant parce qu'on ne les voit pas beaucoup, mais ils sont très présents. On a vu rapidement les inquiétudes des Nations Unies lors de la conférence de presse. Le numéro 1 de la mission des Nations Unies en Afghanistan a répété à plusieurs reprises qu'il s'inquiétait effectivement des possibles fraudes, qu'il s'inquiétait des questions de sécurité, mais il ne souhaite pas être trop présent, trop engagé dans ce processus, qui est un processus afghan. Il y a quand même pourtant derrière un Afghan toujours des étrangers qui les appuient et qui les conseillent, notamment à la commission électorale afghane. Ces élections, il faut bien le comprendre, sont préparées depuis longtemps, qu'il y a toute une structure mise en place avec des conseillers étrangers, avec de l'argent de la communauté internationale. Et il y a des garde-fous qui ont été mis en place aussi pour s'assurer que les fraudes soient limitées. Par exemple, l'encre qui sert à prouver que les gens ont voté est indélébile, j'ai pu le vérifier. Les billets, les bulletins de vote sont faits de telle sorte qu'ils ne puissent pas être copiés. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pu les filmer. Donc ils essayent de limiter les défis de ces élections, de ne pas non plus montrer trop d'inquiétude, parce que c'est aussi un test pour leur présence. Si les élections se passent mal, alors là, les Afghans vont dire « Mais qu'a fait la communauté internationale en 7 ans en Afghanistan ?» Merci Claire Billet. Et c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.